Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais aborder avec vous les sujets de l'autisme, de la sensorialité, de la neurodiversité et plus particulièrement de l'inclusion en milieu scolaire en partageant avec vous mon expérience personnelle sur ces thématiques-là. Mais avant cela, je voulais poser quelques bases concernant la psychométrie. Alors c'est un peu technique et je vais m'appuyer sur un petit schéma pour vous montrer quand on observe un phénomène en psychologie, comment celui-ci se répartit dans la population générale. Donc je vais prendre l'exemple du QI, mais on pourrait décliner ça sur la personnalité et plein d'autres observations en psychologie et plus largement dans la nature qui répondent à cette même distribution. Donc en gros, l'idée c'est que beaucoup de phénomènes qu'on observe en psychologie se répartissent de la manière suivante dans la population. Vous avez énormément de monde qui se situe autour de la moyenne. Imaginez que la totalité de la population est représentée par l'aire sur cette courbe. Donc on voit une beaucoup plus grande aire sur cette tranche-là. On décrète comme la norme les 68% qui se répartissent autour de la moyenne. Alors si je prends l'exemple du QI, on décrète arbitrairement que la moyenne vaut 100 et chaque écart-type, puisque c'est par la distance à la moyenne calculée en écart-type que l'on va proposer des scores, chaque écart-type vaut 15. Donc quelqu'un qui se situe avec une note de 115 se retrouvera à cette place dans la population générale, qui restera en gros 15% de la population qui va avoir une note supérieure à la sienne. Et si l'on prend un deuxième écart-type, eh bien on se retrouvera avec une note de QI qui va valoir 130. Il restera en gros 2% de la population, 2,1 et quelques exactement. Et c'est à partir de ce seuil-là qu'on va décréter comme au potentiel les notes qui ont 130 et plus. Donc quand vous passez un test de QI, le résultat que vous avez, ce n'est pas une note qu'on pourrait dire comme une note sur 20, les notes de 100, 110, 115, 120, mais cela permet au travers de cette unité de standardisation avec une moyenne à 100 et un écart-type à 15, de regarder où vous vous situez par rapport à la population générale. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de phénomènes se distribuent de cette manière-là et il en est de même pour le fonctionnement sensoriel, c'est-à-dire qu'une grande partie de la population réagit selon les mêmes seuils de stimulation, les mêmes zones de confort. Pour le dire avec des termes plus concrets, c'est à partir d'un seuil à peu près similaire pour la majorité des gens qu'on va ressentir comme gênant ou insupportable un bruit, par exemple. Et c'est des choses qu'on peut quantifier à partir d'un tel niveau de décibels où une luminosité devient gênante ou extrêmement inconfortable à partir d'une certaine intensité, à partir d'un certain niveau dans le spectre. Et pour une toute petite fraction de la population, on va avoir ces zones de gêne extrême du point de vue des stimuli sensoriels qui va être complètement différente de la norme. Le problème que ça pose avec les personnes qui sont atypiques du point de vue du fonctionnement sensoriel, c'est que la société en général s'est construite autour des zones de confort qui correspondent à la plupart des gens, c'est-à-dire à cette zone normée. Or, on s'aperçoit que chez les personnes qui sont sur le spectre autistique, on retrouve de manière quasi systématique des zones de confort atypiques pour un ou plusieurs sens. Pendant très longtemps, en psychologie, on pensait que c'était aussi le cas pour le QI et on pensait par exemple que certaines formes d'autisme étaient associées à un QI très bas par exemple. Et puis en fait, les dernières décennies ont montré que l'autisme était en fait un continuum, un spectre sur lequel on retrouvait des personnes qui pouvaient se situer à n'importe quelle place du point de vue de l'intelligence, du point de vue du QI. Donc ce n'est pas pertinent de penser l'autisme en fonction de notes spécifiques d'intelligence. On a des gens qui sont de très haut niveau, des gens qui sont de très bas niveau. Je ne sais pas si ça se répartit exactement selon une distribution normale, si l'on restreint la population aux personnes fonctionnant sur le spectre autistique, mais en tout cas, on retrouve un peu de tout. Ce qui n'est pas le cas, comme je le disais, au niveau de la sensorialité, et c'est ce qui est extrêmement gênant pour les personnes avec autisme.
Donc je voulais partager avec vous mon expérience à ce sujet-là. Avant d'être psychologue, j'ai eu l'occasion d'évoluer pendant 4 ans dans l'éducation nationale. Donc j'ai été maître d'internat dans un collège de montagne, je dirigeais mon dortoir, j'ai été assistant d'éducation dans des zones privilégiées vers Aix-en-Provence, dans des quartiers très difficiles à Marseille. Et pendant une année, j'ai été ce qu'on appelle AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap. Donc je suis retourné en milieu préscolaire à la maternelle pendant 2 jours par semaine pendant 1 an, en binôme avec un petit garçon que je vais appeler Karim pour la vidéo. Donc c'était un garçon qui était suivi en CAMS, dont les tentatives de scolarisation ont été un échec, c'est-à-dire que l'équipe ne pouvait pas gérer ces troubles du comportement. Mon rôle, c'était d'aller finalement à l'école avec lui. Je n'avais pas d'objectif en termes d'acquisition sur l'aspect pédagogique préscolaire, mais je devais servir d'étayage pour Karim, pour lui permettre d'aller vers les contenus que proposaient ses enseignants, de se socialiser avec ses pairs dans les temps d'interstice ou dans les moments de récré par exemple. Et donc j'ai pu pendant 9 mois vivre cette expérience. J'ai éprouvé énormément de difficultés puisque Karim faisait ce que j'ai appelé à ce moment-là des crises et je n'arrivais pas à percevoir les déclencheurs. J'avais pas beaucoup d'outils de compréhension. Moi, ça faisait à peine 1 an que j'étais en psycho. Je sortais d'un cursus de mathématiques et j'essayais de me raccrocher au niveau du sens que je pouvais trouver dans ces situations, au travers du discours qui pouvait être porté sur lui par ses parents, par l'équipe qui m'a orienté vers cette mission. Et en fait, je n'arrivais pas à m'accorder avec lui. J'imagine que ce qui provoquait ce que j'appelais les crises de Karim la plupart du temps, c'était justement des seuils de réactivité du point de vue sensoriel. Alors c'était peut-être le toucher, l'ouïe, la vue, des choses qui m'apparaissaient à moi comme absolument neutres, ou que je ne relevais même pas, étaient pour lui des stimuli sensoriels qui l'amenaient dans des formes de chaos. L'accordage a duré pratiquement 6 mois par essai-erreur, de manière intuitive on va dire, et on avait pu comme ça au bout d'un moment repérer des choses qui fonctionnaient et ça a permis de passer les derniers mois relativement tranquillement en classe. Et ce que je regrette, c'est que personne n'ait pu me donner son profil sensoriel et pu un petit peu évaluer ça chez ce jeune garçon qui par ailleurs n'avait pas beaucoup de ressources pour me donner des feedbacks car c'était un enfant qui était complètement hors langage, c'était un garçon de 5 ans. Et donc si on avait pu me donner les outils de compréhension d'un point de vue sensoriel, eh bien peut-être que cette période d'accordage aurait duré que quelques semaines au lieu de 6 mois. On aurait pu aller explorer beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas eu l'occasion de faire, alors que là je m'en suis tenu à ce qui fonctionnait en ayant la peur que quelque chose déclenche cette crise. Et donc en fait pour chaque sens, beaucoup de personnes qui fonctionnent sur le spectre autistique vont être extrêmement dérangés par des choses qui, pour moi par exemple, ne sont absolument pas une gêne ou même passent complètement inaperçues, que ce soit des luminosités, des textures, des goûts, des odeurs, alors que chez les personnes neuroatypiques, on va dire, eh bien, c'est une véritable torture. D'ailleurs, une des méthodes de torture en Irak ou en Afghanistan, c'était de plonger les gens dans un chaos sensoriel. Ils étaient enfermés sans repère avec de la musique extrêmement forte, des flashs lumineux, etc. C'est dire à quel point, quand on se situe hors de sa zone de confort sensoriel, c'est quelque chose d'absolument épouvantable à vivre. Donc c'est intéressant de pouvoir aborder ce sujet de la sensorialité, que des personnes qui sont atypiques sur ce registre-là puissent, elles, appréhender les domaines en hypo ou hyperstimulation, quelles sont leurs sensibilités singulières vis-à-vis de chaque sens. Et comme ça, il est possible d'aménager des environnements de vie, des projets de vie qui sont adaptés à ce préalable impératif qui est d'être en confort du point de vue de la sensorialité. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée. N'hésitez pas en commentaire à enrichir ce contenu et ce témoignage autour de la sensorialité et de l'autisme. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À très bientôt.